Merci Cyril pour cette introduction. Professeur, vous avez abordé avec Cyril un certain nombre de choses, notamment ce dont vous avez discuté à la conférence. Et je voudrais que nous attardions un instant sur les briques. Sur les briques, parce qu'on a souvent parlé de la Chine, mais il me semble que dans cet ensemble-là, il y a 3 autres pays. Bon, ça ne compte pas l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. J'aimerais savoir, puisque vous êtes un géostratège, vous regardez le monde, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la relation que doit entretenir l'Afrique avec les autres membres des BRICS. On sait par exemple que le Brésil a des échanges commerciaux avec la Chine, avec l'Afrique, on estime à quelques 20 milliards de dollars. La Chine se cède beaucoup plus, mais le Brésil, par exemple, veut faire ce qu'ils appellent les transferts de technologie. Je sais que vous pensez transfert de technologie, mais le Brésil excelle dans les domaines comme l'agroalimentaire, les domaines où on a beaucoup besoin d'expertise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de la Chine, dans les BRICS, il y a aussi des pays avec lesquels l'Afrique gagnerait à avoir plus d'échanges? Lorsque je fais le choix de la Chine, c'est un choix stratégique. Je ne dis pas que l'Afrique ne doit traiter qu'avec la Chine. L'Afrique doit traiter avec tous les partenaires. Je me suis battu pendant des années pour que l'Union européenne ouvre son marché à l'Afrique, parce que l'Union européenne n'a pas ouvert son marché. Les Africains peuvent juste exporter les matières premières qui servent à l'Europe, mais pas les produits manufacturés. Donc je suis pour que l'Afrique fasse partie, parce que jusqu'à maintenant, l'Afrique est toujours marginalisée dans le Conseil des Nations pour ce qui regarde l'économie. La Chine a une position différente. D'abord parce que la Chine a ouvert son marché complètement aux produits manufacturés en Afrique. Malheureusement, les Africains ne le savent pas. Ils ne produisent pas encore assez. L'Afrique n'a pas encore assez industrialisé aussi. Pas ça. La production, c'est quelque chose qui passe d'abord dans la tête. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens de production. Aujourd'hui, on a les moyens de production. On ne le fait pas parce qu'on est encore dans une configuration coloniale où on reste encore sur les mêmes productions. Le café, le cacao, le coton, les arachides. Je suis pour qu'on puisse éradiquer toutes les plantes. Je dis que le cacao, le café, le coton, c'est comme la malaria, il faut l'éradiquer de l'Afrique. Carrément coupé. Donc, pour revenir aux autres pays, pour l'instant, je ne vois pas quel est le joker que les autres pays du BRIC peuvent apporter à l'Afrique. Ceux qui sont pour cette stratégie, c'est ceux qui ne veulent pas la Chine. Donc, c'est souvent des Africains qui sont dans une configuration, parce qu'il y a un peu un racisme anti-chinois chez les Occidentaux. Et il y a des Africains qui partagent cela, donc qui cherchent à dire « Ah non, mais on ne doit pas rester seulement sur la Chine, il faut aussi aller sur le BRIC. » Mais ils oublient une chose, que le Brésil a besoin de la Chine. Le Brésil a eu un taux de croissance à partir du moment où ce pays pouvait compter sur la Chine. C'est la Chine qui a fait du Brésil ce qu'il est et non l'inverse. On a beau dire que parce que le Brésil est monté, le Brésil est descendu, mais il y a des milliards qui ont été mis sur la table, que le FMI n'aurait jamais mis sur la table. En autre chose, la Chine a permis au Brésil d'être désenclavé sur son côté pacifique. Il n'y avait pas de route. Donc, aujourd'hui, sur l'autre côté... Oui, je voulais juste insister parce que le temps est très limité. D'accord. L'Inde, par exemple, dans les BRICS toujours, l'Inde, par exemple, on le sait, est un pays où le software, où les produits technologiques sont très bien faits, où les logiciels sont très bien faits. Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser que l'Afrique gagnerait à avoir plus de coopération avec l'Inde sans que cela ne signifie baisser ou réduire la portée de la Chine Afrique? C'est aussi la question qu'on se pose, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des excellences que l'Afrique peut aller chercher ailleurs, dans les BRICS toujours, qui relèvent toujours de la coopération sud-sud, qui pourraient lui bénéficier? Nous ne sommes pas en train de dire de reproduire le discours occidental qui essaye de casser la Chine, mais se demander à travers le monde, à travers ces pays émergents-là, qui sont partisans de la politique sud-sud, qui peuvent avoir une envie d'aider l'Afrique à avancer. Est-ce qu'au-delà de la Chine, le Brésil ou l'Inde, par exemple, ne peuvent apporter les choses à l'Afrique? Non, je ne dis pas que le Brésil... Je dis que la Chine a une particularité. Quelle est la grande différence de la Chine? C'est la coopération d'État à État. Lorsque nous allons en Inde, il n'y a pas de coopération d'État. C'est un privé indien qui vient avec une mentalité capitaliste, qui veut son profit. Alors que lorsqu'on négocie avec la Chine est dans une configuration géostratégique, qui sait qu'elle a des intérêts à long terme à atteindre.
Avec la Chine, nous pouvons négocier des pactes à long terme. Avec l'Inde, on a des particuliers qui veulent le profit à court terme. Si on va dans cette logique, on est rentré exactement dans ce qu'on a eu avec l'Europe. La même chose avec le Brésil. On a beau dire transfert de technologie, pas transfert de technologie, on n'a pas de coopération d'État à État. Moi, ce qui m'intéresse de la Chine, c'est que lorsqu'on va au Cameroun, on voit les routes qui sont construites. Il faut bien aller voir les entreprises. Ce sont des municipalités chinoises qui construisent ces routes. Ce sont des fonctionnaires qui construisent ces routes. Donc, ils rentrent dans une configuration d'État à État. Dès lors qu'on a fait ce qu'on appelle les projets structurants d'État à État, maintenant, c'est au privé, africain, indien, brésilien, de suivre. Parce que ce qui nous manque, ce sont des projets structurants. Et lorsqu'on va entrer dans le domaine des projets structurants, le privé brésilien, il a fait, quand on le voit au Cameroun, quelqu'un gagne le marché, il commence, il a fait une cotation moins chère, il a fait un débit moins cher, il gagne le marché, ensuite il dit non mais je n'avais pas tenu compte que là-bas il y avait marécage. Donc on gonfle les factures. Ça c'est ce qui se passe avec les privés. Que ce privé soit sud-africain, qu'il soit brésilien, qu'il soit indien, ils ont exactement le même comportement que nous reprochons aux Européens. Avec les Chinois, lorsqu'on dit on veut faire une route, cette route, si c'était tel montant, qui est l'évitation ou pas, ça va rester ce montant. Voilà pourquoi j'ai dit, dans une alliance stratégique, il nous convient, nos États, de régler certains problèmes avec l'État chinois. Quitte ensuite, à nous les privés, de profiter de ces infrastructures pour développer avec le monde entier. Quand on regarde un pays, quand on regarde le monde, l'économie, on est obligé quand même de se poser des questions par rapport aux enjeux militaires. Oui. Parce que les États-Unis qui font 50% des dépenses militaires dans le monde, ça influence. La Russie aujourd'hui, qui n'est pas parmi les plus grands PIB du monde, a quand même un arsenal militaire qui est très fort et ça contribue à sa respectabilité dans le monde. Vous êtes géostratège, vous allez me dire si vous avez un avis différent sur la question, mais la question est simple. Est-ce qu'on peut être une grande puissance? Est-ce que l'Afrique qui se prépare, je crois que vous voulez que l'Afrique soit la 3e puissance en 2021, est-ce que l'Afrique pourra l'être si elle n'est pas aussi une grande puissance militaire? La Chine n'a pas la moitié de l'armement des États-Unis, mais elle a montré les couleurs en éteignant la lumière dans près de 26 villes américaines. À quel moment, prof? Ça, c'était à quelle date? Pour la précision, on a de 2010 jusqu'en 2011. Okay, ils l'ont fait. Ça, les Américains le savent. Et les ingénieurs chinois, tous les jours, entrent dans les systèmes occidentaux. C'est une manière de leur dire, nous sommes capables d'éteindre tous vos ascenseurs. Parce que la vraie guerre aujourd'hui, c'est de plus larguer une bombe quelque part. C'est être capable, justement parce que tout est aujourd'hui en réseau. Oui, informatique. Donc les ingénieurs chinois montrent les couleurs. Ils le font exprès. Ils entrent dans le site du Pentagone et ils font savoir qu'ils sont entrés. Donc vous êtes aussi en train de dire qu'actuellement l'Afrique est très très mal placée. Non, l'Afrique doit développer ses ingénieurs. Aujourd'hui en Afrique, 90% des formations regardent, comme on a dit hier, communication, droit, littérature, marketing, banque, assurance. Le bavardage. Le bavardage. Alors que nous, on doit axer 90% dans l'ingénierie. Parce que c'est à ce niveau que se joue la production de la richesse, se joue la défense nationale. Parce que si de la Chine, on peut mettre à genoux les Américains, nous, alors, on peut nous mettre à genoux en 5 secondes. Absolument. Parce que nous, on ne tient même pas compte que tout se joue à ce niveau. Où sont nos ingénieurs? On n'en a pas. On n'en a pas. Je vous remercie beaucoup, prof. Je vous laisse une fois de plus entre les savantes mains de Cyril. D'accord, merci.